Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Je suis Béline Dollin. Arthur Lenoir est comme chaque semaine avec moi derrière la caméra. Il répond en direct à vos commentaires et à vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez podcaster cette émission sur SoundCloud et la regarder à nouveau sur YouTube si le cœur vous en dit. Ce soir, dans Quelle Comédie, il sera question de l'exceptionnelle pérennité de ce théâtre, le plus ancien d'Europe, encore en activité. La comédie française, que l'on appelle également la Maison de Molière, a ouvert ses portes en 1680, 7 ans après la mort de son patron. Nous parlerons de la troupe, du répertoire, du principe d'alternance, les 3 piliers de cette institution, mais aussi de cet espace permanent de créativité et de recherche théâtrale qu'est le français, encore et toujours. Bonsoir Agathe. Je vais y arriver. Je devrais prendre des cours de diction, moi, avec les sociétaires. Bonsoir Agathe Sanjuin. Vous êtes conservatrice, archiviste de la bibliothèque musée de la Comédie Française où nous sommes actuellement. Vous êtes également co-auteur avec l'historien Martial Poirson d'un ouvrage sur l'histoire de ce théâtre paru aux éditions du Seuil, co-édité avec la Comédie Française. Bonsoir Florence Nogrette. Bonsoir. Merci et bienvenue à nouveau dans cette émission. Vous êtes historienne de théâtre, vous êtes professeure à l'université de la Sorbonne, vous occupez la chaire Histoire et théorie du théâtre 20e et 19e siècle, vous êtes membre du comité de lecture de la Comédie Française. C'est à ce titre que vous êtes déjà venu plusieurs fois ici à ce micro et ce comité, je le rappelle, examine les textes proposés par l'administrateur général en vue de leur admission au répertoire. Enfin, bonsoir Baptiste Magnier. Je fais des contorsions pour vous regarder. Vous êtes administrateur de production à la Comédie Française, Baptiste Magnier, et en dépit de votre jeunesse, vous bénéficiez d'une vision d'ensemble sur les activités du théâtre, puisque vous avez fait l'expérience d'un certain nombre de services dans cette prestigieuse institution, notamment le secrétariat général où nous enregistrons d'habitude cette émission, le mécénat et la production. Donc voilà, alors pour commencer, première question pour vous, Florence, allons-y. Ce théâtre communément appelé la Maison de Molière, je le disais en introduction, le patron Molière, que la troupe célèbre tous les 15 janvier, dont la Comédie Française fêtera le 400e anniversaire du baptême en 2022 avec une saison Molière. En fait, ce patron ne l'a jamais été. Molière n'a pas présidé à la création de la Comédie Française, contrairement à ce que l'on croit. D'où vient ce malentendu, Florence Nogrette, et surtout pourquoi perdure-t-il? C'est ça qui est intéressant. Oui, ce qui est intéressant, c'est que si c'est la Maison de Molière, c'est précisément parce que Molière n'y a jamais été. C'est précisément un fantasme, en quelque sorte. Et c'est ce qui fait sa force. Molière, quand on y réfléchit bien, est mort 7 ans et demi avant la création de la Comédie Française, ce qui fait un très long laps de temps. La Comédie Française a réuni 2 troupes qui n'étaient même plus la troupe de Molière et celle de l'Hôtel de Bourgogne, puisque la troupe de Molière, entre-temps, avait elle-même été disloquée. Une partie de ses membres était déjà partie après le décès de Molière, après la mort de Molière. Lagrange et Armande, sa veuve, avaient débauché des acteurs du Marais le Marais qui avait fermé parce que il avait été le Marais qui avait été fermé et eux ils étaient bien embarrassés, ils sont allés s'installer à l'hôtel Guénégaud et ce n'est que 7 ans plus tard que l'hôtel Guénégaud et l'hôtel de Bourgogne ont fusionné, ce qui fait qu'on peut même pas dire que c'est la troupe de Molière qui a rejoint l'hôtel de Bourgogne. Quel est l'intérêt alors de l'intérêt, perdurer le fantasme? Le fantasme, il n'était pas là au début. C'est-à-dire qu'en 1680, c'est pas la Maison de Molière. En 1680, c'est la Comédie Française. Et certes, il y a en 1680 des acteurs qui ont été les acteurs de Molière, qui l'ont été. Mais on la définit pas comme une Maison de Molière. Alors ça arrive progressivement. On a besoin de ce patronage de Molière. On a besoin de son patronage au XVIIIe siècle pour des questions de répertoire, parce que la Comédie Française doit défendre son répertoire, c'est-à-dire les pièces qu'elle a créées et qui en principe lui appartiennent, et que les autres théâtres de la Foire, des Italiens, de l'Opéra Comique, de l'Opéra, essayent parfois de lui prendre en l'adaptant en musique, par exemple. Donc c'est une question aussi de préemption, en fait, de préemption, de patrimoine. De patrimoine. C'est ce
le répertoire, c'est ce qui appartient à la troupe économiquement. Hein. Et donc Molière commence, c'est un monopole qu'elle fait valoir, et Molière commence à devenir le nom de ce monopole, le nom de ce théâtre classique, de ce théâtre ancien, dont elle veut garder la prérogative. Et comme le théâtre français a beaucoup bougé pendant le XVIIIe siècle, il y a eu 4 lieux différents avant d'arriver ici, il y a aussi une impression un petit peu de fragilité, et s'appeler la maison de Molière, ça permet aussi de pérenniser l'endroit lui-même. Alors au XIXe siècle, cette maison devient une sorte de musée. On fait venir des tableaux, on meuble. Elle est déjà ici, à Richelieu. Elle est ici depuis Place Colette depuis la Révolution française, depuis 1791, où la branche révolutionnaire de la Comédie Française. Hein, sous la Révolution, il y a eu 2 troupes, les rouges, plus révolutionnaires que les noirs. Donc le théâtre de la République, qui était celui des rouges, s'est installé à Place Colette. Hein. Donc ce lieu que nous connaissons maintenant devient au 19e siècle une sorte de musée avec des objets représentant Molière, des tableaux, des statues qui sont répartis selon les lieux. Dans le foyer des comédiens, on a plutôt Molière acteur. Dans les endroits où le public a le droit de circuler, on a plutôt Molière en gloire. Et à l'administration, on a des tableaux de Molière intime. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, Baptiste Magnier? Vous qui circulez en permanence, librement dans ces espaces. De la présence de Molière dans ces différents espaces. Oui, il y a Molière, en effet, l'auteur qu'on trouve dans des bustes, qui s'inscrit dans le reste de la galerie des bustes du bâtiment, avec les bustes des grands auteurs du répertoire. Et puis, il y a, en effet, un Molière qui est vivant, parce qu'il est un peu à chaque coin du théâtre, parce qu'il y a un nombre de tableaux et de sculptures qui est assez important dans le fond de la Comédie Française. Qui est un peu tripoté, touché tous les jours. Voilà, dont un faux buste qui est donc une réplique d'un des bustes fameux de Molière, qui se trouve dans une cage d'escalier. Dans le passage des comédiens. Exactement. Et l'usage est pour se porter bonheur d'en toucher le nez. Et puis il y a le buste aussi, la réplique qui est utilisée tous les ans pour que la troupe rende hommage à Molière. Sur le plateau. Alors, pour répondre à votre question, à quoi ça sert, au fond, ce patronage, je crois qu'aujourd'hui encore, ça sert toujours à avoir l'idée qu'on a un domicile qui est un domicile familial. La maison, n'est-ce pas? La maison, c'est pour une famille. Donc, c'est le domicile de la troupe comme famille. Ça, c'est peut-être le premier sens. Le deuxième sens de maison, c'est peut-être un peu comme au Moyen-Âge, on disait la ménie, c'est-à-dire la famille élargie à des gens qui vous servent. Molière lui-même était de la maison du roi. Enfin, Jean-Baptiste Poquelin, avant de devenir acteur, était valet tapissier de la maison du roi, c'est-à-dire toute une intendance où tout le monde travaille pour tout le monde. Donc la maison de Molière, elle n'est pas seulement pour les comédiens, elle est aussi pour toutes les équipes techniques et administratives qui servent le théâtre. Il y a un autre sens, je crois aussi, de maison, qui est le sens de marque de fabrique. Quand on parle de la maison pour désigner un grand parfumeur ou la haute couture, label, en fait. Voilà, un label. Donc c'est aussi la maison au sens du label de ce que représente la Comédie Française pour la nation, au fond. Et des savoir-faire, l'idée d'excellence qui s'inscrit dans la continuité avec Molière. Il y a aussi dans la maison l'idée d'hospitalité. Et par exemple, à la Comédie Française, il y a des sociétaires, mais il y a aussi des pensionnaires qui passent, et Molière est en quelque sorte l'aubergiste qui les accueille dans sa maison. On y reviendra après avec la troupe, mais le système des pensionnaires et des sociétaires, rapidement, c'est contemporain ou ça existe depuis le début? Agathe? En fait, au départ, il n'y avait que des sociétaires. C'est-à-dire que la Société des comédiens français, elle est créée très rapidement après la fondation de la nouvelle troupe. 6 mois après, on fonde la société par un acte, en fait, qui est signé devant notaire. Et c'était le fonctionnement des troupes de manière générale au XVIIe siècle, en fait. Et le pensionnariat arrive. Il est arrivé plus tard. Alors, il est arrivé plus tard. C'est-à-dire, au XVIIIe siècle, on constate que certains comédiens qui entrent dans la troupe, donc qui très vite sont nommés sociétaires, ne font pas l'affaire. Ce qui est évidemment très embêtant. Voilà. Mais sauf que ça n'était pas le cas au XVIIIe siècle, parce qu'en fait, quand ils quittaient la troupe, on devait leur payer une pension de retraite, ce qui représente des charges très importantes, évidemment, pour le théâtre. Donc, on a réclamé que les acteurs puissent être engagés à l'essai,
Et en fait, pendant cette période, ils étaient pensionnés par le roi. C'est-à-dire que le roi payait sur sa cassette le salaire du comédien pendant 1 année, en général, le temps qu'on puisse tester sa capacité à s'adapter au répertoire. Alors justement, on parle du roi. Le français existe par le fait du roi Soleil. Hein. C'est lui qui crée cette institution. Et il existe depuis la création un lien ténu ou moins ténu entre le théâtre, ce théâtre, et le pouvoir. Comment, Florence Nogrette ou Agathe Sanjuan, comment on peut expliquer cette pérennité malgré tout? C'est-à-dire que, quand même, le français traverse les régimes, celui du roi Soleil, l'administration impériale, pour aller jusqu'au gouvernement républicain, mais il y a quand même ça chahute pas mal. Comment est-ce que, malgré tout, ce statut-là reste pérenne? Parce que la Comédie Française est un théâtre national. C'est quand même un miracle. Oui, mais c'est un théâtre national, donc il dépend de la nation et ça c'est un petit peu indépendamment du régime qui peut être une monarchie ou l'Empire. Hein. Sous l'Empire, c'était le théâtre impérial. Sous la Seconde République, c'est le théâtre de la République. Enfin déjà, pendant la Révolution française, il devient théâtre de la République. Il redevient ensuite théâtre impérial, puis théâtre royal. Donc oui. Mais c'est qu'il y a un enjeu particulier sur le théâtre, parce que un régime aurait pu se dire, écoutez, nous on lâche ce théâtre qui coûte trop d'argent et qu'ils aillent. Non, ça c'est pas possible parce que c'est une vitrine. Donc dans la mesure où c'est une vitrine, la Comédie Française représente aussi de la grandeur de la culture française. Ouais. En fait, il faut dire aussi que la troupe, par exemple sous l'Ancien Régime, sous l'Empire, jouait à la cour. C'est-à-dire, quand on parle de vitrine, c'est ça. C'est-à-dire que le théâtre de la Comédie, c'était à Paris, mais on pouvait être appelé très régulièrement à jouer devant la cour. Donc, devant toute la troupe et les métiers se déplaçaient pour aller jouer à la cour, devant les puissances étrangères. Souvent, quand il y avait des diplomates qui étaient là, il y avait des représentations. Donc, c'est ça aussi, la grandeur de la France, comme disait Florence. Ce rôle de représentation, il était très fort, en fait. Napoléon emmène la troupe aussi pendant la Première Guerre mondiale. Oui, absolument. Le théâtre aux armées. Le théâtre aux armées aussi, ça fait partie de ça. Et justement, le patron, c'est Molière. C'est pas le roi. Vous voyez, le patron, d'une certaine manière, aujourd'hui encore, alors les sociétaires appellent Éric Ruff patron. Éric Ruff qui est l'administrateur général. Mais Éric Ruff, lui, appelle Molière le patron. Donc, vous voyez, c'est un patron qui est pas très encombrant, Molière, puisque il est mort. Mais d'une certaine manière, ça veut dire aussi que le maître, c'est l'art. C'est l'art dramatique. C'est l'histoire de l'art dramatique jusqu'à aujourd'hui, et c'est l'art dramatique vivant. Molière est aussi le nom de l'art dramatique vivant tel que le pratiquent les comédiens qui ont eux-mêmes la responsabilité du répertoire. C'est-à-dire que le pouvoir ne dit pas les pièces qu'on doit jouer. Le pouvoir, il subventionne. Aujourd'hui, la Comédie Française donc dépend de 2 ministères, ministère de la Culture. Mais c'est pas le ministère, ça n'a jamais été ni le roi. Ministère de l'Éducation nationale. Ça n'a jamais été ni le roi, ni l'empereur, ni aucun. Il y a bien dû y avoir des tentatives. C'est possible, mais ces tentatives, les statuts de la Comédie Française n'ont pas déstabilisé en fait les statuts de la. Absolument, les statuts de la Comédie Française donnent aux acteurs, au comité de lecture, qui est essentiellement constitué d'acteurs, le choix de leur répertoire, c'est-à-dire le choix de leur politique artistique, évidemment, sous la houlette de l'administrateur général. Alors, donc c'est une forme de liberté finalement, ce patronage. La fonction, je cite Jean-Pierre Vincent, qui fut metteur en scène et qui fut un temps, quelques années, administrateur général de ce théâtre. La fonction d'un théâtre aussi exceptionnel est d'être l'instrument de mesure et de mise à jour de ce qu'être français veut dire. C'est en quelque sorte notre carte d'identité. Ce lien quand même avec le pouvoir, ou en tout cas avec ce statut officiel, confère à la Comédie Française et à la troupe une mission assez singulière quand même, de représentation, et ça c'est dès l'origine, Agathe Sanjuan. Oui, alors c'est tout à fait dès l'origine. Dès l'origine, c'est une institution symbolique. Voilà, tout à fait. Bon, déjà parce que c'est la troupe créée de par le roi, c'est-à-dire que c'est la seule troupe à Paris qui joue le théâtre le théâtre de texte au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc ce rôle de représentation, oui, je pense qu'il est vraiment toujours extrêmement fort. Alors il y a même des périodes pas si anciennes que ça, où la troupe c'était un instrument d'ambassade.
C'est-à-dire qu'on envoyait la France jouer jusqu'à quand, à l'étranger. Alors, la grande période, c'est les années 50-60. Quand en 1952, la troupe part en URSS, et c'est la première fois en fait qu'une troupe occidentale entre en URSS depuis la révolution de 1919. C'est un événement extraordinaire en URSS. La population est vraiment très avide en fait de voir ce qu'on fait en Europe de l'Ouest. Et alors Molière est vraiment au centre de tout à ce moment-là, parce que notamment c'est un auteur qui est très joué là-bas. Donc oui, encore très récemment, il y avait des soirées de gala finalement données par le président de la République lors de venues de chefs d'État étrangers. Donc ça, c'est encore assez récent. Baptiste Madier, si tant est que la troupe puisse à nouveau voyager, elle fait des tournées à l'étranger, dans des cadres parfois assez en tout cas, c'est inscrit inscrit aujourd'hui dans les statuts de l'établissement public de la Comédie Française, que d'avoir donc pour mission de faire rayonner aussi son répertoire en France et à l'étranger. Donc après, aujourd'hui, on utilise 2 instruments, donc non seulement celui de la tournée qui existe depuis longtemps, mais aussi celui de l'audiovisuel, qui nous le permet énormément. On a un accord avec Pathé de diffusion dans les cinémas, qui se fait aussi dans des cinémas dans les pays étrangers. Il y a des tournées internationales qui ont lieu chaque année hors période particulière, comme en ce moment, mais on espère que ça reprendra bien. Et il y a des projets d'ailleurs pour l'année prochaine. Donc oui, c'est fondamental et bien sûr que. Et c'est inscrit dans la mission de la Comédie Française. C'est inscrit dans la mission, mais aujourd'hui le rapport quand même est moins fort, moins diplomatique, mais en tout cas ou d'une autre diplomatie qui est plus douce, on va dire. C'est plus du soft power qu'une diplomatie imposée par le ministère des Affaires étrangères qui demanderait à la Comédie Française d'aller tourner dans tel pays, dans tel but. En revanche, il est bien évident que les rapports entre les arts de manière générale et le pouvoir ont toujours été d'une grande complexité au fil des siècles et des régimes et même des millénaires. Donc c'est dur d'imaginer qu'on y échappe complètement aujourd'hui. Aujourd'hui, même s'il y a des statuts qui sont très protecteurs, il n'en demeure pas moins que le premier financeur de la Comédie Française est l'État central, et à travers les contribuables. Et l'administrateur est nommé par le président de la République quand même. L'administrateur général, l'espèce Éric Ruff. Mais historiquement, le pouvoir avait une autre façon d'intervenir, qui était la censure. Qui a existé jusqu'au début du XXe siècle, et qui ne s'exerçait pas spécifiquement sur la Comédie Française, qui s'exerçait sur tous les autres théâtres. Et cette censure, elle pouvait interdire qu'une pièce qui avait été admise à la Comédie Française par les comédiens soit jouée. C'était plutôt dans ce sens-là, donc a posteriori, après que la pièce avait été admise. Ça a été le cas pour Marion Delorme de Victor Hugo. Ça, c'était un pouvoir très très important, mais un pouvoir qui était absolument reconnu. Enfin, ça n'apparaissait pas comme ça étant. Ça n'était pas polémique. Non. Alors oui, bien sûr, les auteurs qui étaient censurés généralement n'étaient pas très contents, mais enfin, la censure était une institution tout à fait officielle. Agathe St-Jean, avant de rentrer dans les détails de chacune des caractéristiques, quelles sont ces caractéristiques premières de la Comédie Française? Quels sont ce qu'on appelle les piliers? Je les ai cités en introduction, mais est-ce que vous voulez bien les rappeler pour nous? Alors, l'identité de la Comédie Française, elle repose effectivement sur 3 piliers qui sont un peu indissociables, qui sont la troupe, donc qui naît en 1680 de la volonté de Louis XIV et qui s'associe très vite en société. Le répertoire, qui constitue le monopole de la Comédie Française à ses débuts, donc c'est la seule troupe qui peut jouer à Paris en français. Et l'alternance. Alors l'alternance, elle n'est pas donnée telle quelle dans la lettre de cachet qui fonde la Comédie Française, mais c'est un principe, on va dire, absolument naturel au XVIIe, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, qui est de jouer chaque jour une pièce différente, et même finalement 2 pièces par jour, puisqu'une soirée théâtrale se compose en général de 2 pièces, voire même de 3 pièces au XIXe siècle. Alors je crois qu'il y a également, alors ça ne fait pas partie des piliers, mais dans les impondérables des origines, un souci de rentabilité économique.
C'est-à-dire que la Comédie Française, dès le départ, doit être rentable. Oui. Et donc, c'est une entreprise qui se doit de rendre des comptes et qui doit être à l'équilibre. Tout à fait. Alors en fait, il se trouve qu'au départ, la subvention publique est absolument ridicule. Donc les comédiens sont obligés d'avoir une rentabilité pour pouvoir tout simplement se payer et vivre décemment. Donc oui, ça a toujours été le cas. C'est le cas bien sûr aujourd'hui dans la composition du répertoire, de la programmation. Il faut assurer un certain équilibre entre les prises de risques, les paris qu'on va faire sur un auteur contemporain dont on sait que ça va être plus difficile par rapport au public, et puis ce qu'on appelle les grands classiques du répertoire, les pièces dont on sait qu'ils vont amener du public. Exactement. Oui, c'est vrai que aujourd'hui encore le rapport à l'économie d'ensemble du théâtre est fondamental. Alors je sais pas dans quelle mesure on peut parler de rentabilité, parce que on repose sur une subvention dite d'équilibre pour pouvoir assurer des missions et pour pouvoir les rendre accessibles au plus grand nombre. Faut se dire à peu près que quand un spectateur aujourd'hui achète une place pour aller voir un spectacle dans une des salles de la Comédie Française, elle coûte 3 fois le prix qu'il paie. Alors il le paie par ailleurs par ses impôts, parce que c'est comme ça qu'on est financé, mais c'est vrai que il y a une notion en revanche d'équilibre du budget d'ensemble qui est fondamentale et qui existe depuis le début. C'est-à-dire qui est inscrit, tout à fait. Pardon. Voilà. En fait, c'est très évident dans les premiers documents d'archives qu'on a, puisque pour chaque jour, on a la recette et les dépenses, et en fait, le bilan est toujours égal à 0. C'est-à-dire que quand il y a un bénéfice, il est immédiatement partagé entre les comédiens. Donc, il y a un équilibre forcé pour chaque jour de représentation. Est-ce qu'on montre le document alors, dont vous nous avez parlé? Oui, on peut déjà parler peut-être de la troupe. J'ai sorti un registre journalier de la saison 1684-1685 et la toute première page. Alors, un registre journalier? Oui. Alors un registre journalier, donc notre collection d'archives est composée en grande partie de ces registres comptables qui sont des registres absolument fascinants parce qu'en fait on sait pour chaque jour ce qu'on a joué, combien on a gagné, combien on a dépensé. Donc ça depuis 1680. Ce qui et aujourd'hui encore, Baptiste? Ah oui, aujourd'hui encore, il y a... Ça s'appelle toujours un registre journalier? Oui, on utilise encore ces termes-là, puisque chaque jour, il y a à la fois l'activité qui est listée, de l'ensemble de l'activité, puisque on en a besoin aussi tout simplement dans l'organisation du travail, donc qui intervient même en amont déjà, en fait, chaque jour. Le service qui s'appelle la Régie de coordination aujourd'hui, qui travaille dans la même direction que celle dont je fais partie, établit la planification d'ensemble des espaces et des personnes, et en particulier de l'activité artistique, mais pas que, et l'adresse à l'ensemble du théâtre pour pouvoir tout simplement organiser le travail et l'activité du lendemain, et que chacun en ait connaissance. Et donc ce document rassemble une bonne partie de l'activité qui ensuite est consignée, archivée à titre de document et complétée en effet par la recette quotidienne. Alors, vous parliez de la troupe. Cette troupe, justement, elle fonctionne selon quels principes? Et est-ce que ces principes ont été pérennisés jusqu'à aujourd'hui, Agathe Sangeau? Oui. Quels sont tout à fait. Alors le principe, un collectif, quels sont les fondamentaux de la troupe? C'est un collectif d'acteurs qui prend des décisions ensemble, qui se prononcent sur la composition du répertoire, sur la programmation, et qui fonctionne selon un système de répartition des bénéfices qui est absolument transparent. Donc là, sur cette page de registre qu'on voit, on a la composition de la troupe avec les acteurs d'un côté, les actrices de l'autre, et certains sont titulaires d'une part entière, d'autres d'une demi-part, d'autres d'un quart de part, et donc la totalité de ces parts va va répercuter la répartition des bénéfices ensuite. Donc ce qui est très intéressant, ils sont payés en gros au prorata de ce qu'ils possèdent. Voilà, de la part qu'ils possèdent. Et la détermination de cette proportion tient à la fois à l'ancienneté, mais aussi au mérite. Et c'est quand même assez extraordinaire parce que il y a des femmes en fait qui gagnent plus que les hommes
On parle de quelle année? Ah bah là, on est en 1684. D'accord, donc à quel moment ça s'est dégradé pour nous? Florence. Alors bon, c'était pas du tout le cas général dans la société du XVIIe siècle, évidemment. C'est pas exemplaire. Voilà, mais en tout cas, les femmes avaient les mêmes droits que les hommes à cette époque-là. Elles siégeaient de la même manière à l'Assemblée des comédiens. Elles avaient le même droit de vote. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez remarquable dans le fonctionnement de cet établissement dès le début. Et ça a une duré... sorte de petite république. Oui, c'est ça. C'est une petite république avec une constitution interne, presque. Cette situation-là, bon, j'imagine que c'est le cas aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a eu des accros? Oui. Malheureusement, à cause des femmes, je dois dire, parce que justement, en fait, à un moment donné, on voit dans les archives qu'elles peuvent se faire représenter par leur mari. Souvent, on est comédien dans une même famille, en fait. Et donc leur mari également sociétaire. Exactement. Et donc peu à peu, elles perdent ces droits-là parce que systématiquement, elles se font représenter. Elles ne viennent pas aux assemblées. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on a perdu nos droits. C'est comme ça qu'en tout cas les comédiennes les ont perdus, les ont récupérés à d'autres moments. Mais voilà, cette évolution-là aussi est intéressante à faire. Est-ce que à une époque, on pouvait faire carrière au sein de la troupe? C'est-à-dire, vous parlez du mérite. Ouais. Alors, ça c'est très intéressant. Plus le cas, hein, Baptiste, on est dans une forme d'égalité. Aujourd'hui encore, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les comédiens, pensionnaires, sociétaires. Voilà, et ils ont des grilles de rémunération comme c'est le cas pour le personnel du théâtre, et puis comme n'importe qui, j'ai envie de dire, qui travaille dans un établissement. Donc il y a quand même une logique de progression salariale qui peut s'opérer suivant les profils, qui s'opère suivant les profils, et qui est déterminée par la troupe elle-même à travers ses représentants, qui siègent au comité d'administration de la troupe, qui est composé de sociétaires. Donc ce sont eux qui décident de l'avenir d'un comédien au sein de la troupe, que ce soit son avenir dans le fait qu'il puisse rester, qu'il puisse devenir sociétaire, ou qui puissent tout simplement avoir des meilleurs revenus. Donc il y a une logique de mérite. Et c'est aussi donc la troupe qui décide de qui part. Oui. Ça a toujours été le cas? Alors qui part, en fait, à vrai dire, c'était pas du tout une question jusqu'en 1850, date de la création de la fonction d'administrateur général, et date de grandes réformes, on va dire. Jusqu'à cette époque-là, en fait, on n'avait pas du tout envie que les comédiens partent, puisque justement, on devait leur payer une pension de retraite. Donc on les maintenait un petit peu artificiellement dans la troupe en leur donnant des rôles pas très intéressants. Voilà, donc c'était toujours un peu la panique, notamment quand les grands acteurs souhaitaient partir, c'était toujours eux évidemment auxquels on faisait miroiter des carrières extraordinaires à l'étranger. Est-ce qu'il y a eu un changement de structure de la troupe, de son autogestion au fil des siècles? Agathe Sangeau. Alors, est-ce qu'il y a des changements majeurs? Oui, alors le changement principal, c'est la nomination d'un administrateur général à partir de 1850, voilà. Puisqu'en fait, cet administrateur est vraiment un directeur qui est nommé, là pour le coup, par le pouvoir politique, comme on le disait tout à l'heure, donc avec plus ou moins d'harmonie avec la troupe, selon les périodes. Et donc cette nomination va avec un certain nombre de décrets qui réduisent quand même les prérogatives de la troupe. Néanmoins, effectivement, ce qu'on disait sur la progression des acteurs au sein de la troupe, sur le répertoire, reste vrai. Mais simplement, les choses étaient devenues tellement complexes d'un point de vue comptable aussi que les acteurs n'y arrivaient plus, tout simplement. Au 19e siècle, ils réclament soutien. Voilà, ils réclament un directeur. Le théâtre grossit, les corps de métier sont de plus en plus nombreux, il y a des évolutions techniques aussi qui font que les corps de métier sont plus nombreux, les spectacles sont plus ambitieux et réclament plus de monde. Et que les mises en scène deviennent individualisées pour chaque pièce au XXe siècle, là où par le passé, il arrivait que les mises en scène qui existaient, la mise en scène a toujours existé, hein, évidemment, déjà dans l'Antiquité, la mise en scène existe, mais enfin, disons que elles étaient interchangeables d'une pièce à l'autre. Il fut un temps où des décors pouvaient être réemployés, ce qu'on appelait le réemploi, et où on n'avait pas besoin de créer des nouveaux décors ex nihilo pour les nouvelles pièces. Alors à l'époque romantique, on commence déjà à voir se développer des décors très ambitieux et en partie nouveaux, pas forcément tous pour les 5 actes nouveaux. Donc tout ça, ça demande aussi une gestion, une logistique qui soit assurée par
une personne qui chapeaute tout cela. Alors, on n'a pas parlé des emplois, mais il y a eu pendant longtemps à la Comédie Française des emplois, c'est-à-dire chaque comédien se voyait attribuer un type d'emploi particulier. Alors, à la Comédie Française et ailleurs aussi, dans les autres théâtres aussi, dans les théâtres de province par exemple, l'emploi c'est une notion qui apparaît au XVIIIe siècle, qui paraît tout à fait naturelle quand on pense à l'opéra. Puisque à l'opéra, on a des voix de ténor, de baryton, de basse, de soprano, de mezzo-soprane, d'alto qui correspondent. Définit en fait les rôles que l'on va avoir. Voilà, qui définissent à la fois une tessiture, mais aussi un type de rôle. Le jeune premier est un ténor, la jeune première est une soprano. Et alors l'emploi, c'est une notion vraiment intéressante parce qu'elle est une sorte d'interface entre l'acteur et son personnage. C'est l'ensemble des rôles qu'on demande à un acteur de pouvoir jouer. C'est-à-dire un type de rôle, par exemple la soubrette ou le père noble ou le jeune premier. Alors c'est quoi ils sont définis comment? Par l'usage. L'âge, la voix. L'âge, la voix, le costume et le genre. Tragédie ou comédie. Dans les théâtres de province, au XIXe siècle, dans les grands théâtres de province où on jouait à la fois l'opéra et le théâtre parlé, l'acteur avait à la fois un emploi d'opéra et un emploi de théâtre parlé, qui du reste correspondait à peu près. S'il était ténor dans l'un, il était jeune premier dans l'autre. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, nous historiens, c'est de voir quel type de rôle jouait tel acteur, et ça nous permet, d'un point de vue littéraire, de rapprocher des personnages les uns des autres, des personnages de Marivaux, de personnages de Molière, et de voir comment l'interprétation des personnages peut changer en fonction de l'emploi qu'on donne en fonction de l'acteur que l'on choisit pour le jouer. Je vous donne un exemple. À l'époque romantique, un des grandes caractéristiques du drame romantique, c'est de composer des personnages qui peuvent correspondre à plusieurs emplois. Alors, ça devient très difficile de les distribuer. Par exemple, dans Hernani, le vieux féodal Don Gomez est à la fois un père noble de tragédie, dans le genre du vieil Horace ou de Don Diègue dans le Cid, celui qui dit la loi, et en même temps un barbon de comédie, type Arnolphe, qui est amoureux de la jeune fille et qui veut la forcer au mariage. Bon, il se trouve que Johanny jouait les pères nobles, si je me trompe pas, Agathe, tu me corriges. Mais il lui fallait le talent, en étant d'habitude habitué au rôle de père noble, pour jouer quand même un petit peu ce personnage comme un barbon de comédie. Et du reste, dans les théâtres de province, dans les années romantiques, bien souvent les acteurs disent mais nous on sait pas faire ça. Nous on a un emploi et les personnages romantiques qui peuvent être à la fois jeune premier et traître, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire, comme Antony par exemple de Dumas. Nous on ne sait pas jouer ça. Mais les acteurs de la Comédie Française, tout en ayant un emploi, savaient, pour la plupart d'entre eux, pas tous, et Hugo, on le voit dans sa correspondance parfois, proteste contre les acteurs qui ne savent pas sortir de leur emploi. Mais aujourd'hui, évidemment, les choses ont changé. D'emploi. On ne recrute pas, je ne crois pas, que dans le contrat d'embauche, il y ait l'engagement à jouer tel ou tel emploi. Non, mais on le retrouve encore dans les couloirs de la Comédie Française. On le retrouve à travers les codes de jeu, notamment. Il y a des tableaux encore qui les illustrent avec des attitudes, des comportements d'acteurs ou d'actrices qu'on voit peints dans leurs personnages avec l'indication de l'acte, de la scène, de telle pièce, pour telle réplique, l'attitude est celle-ci à adopter. Il y avait une transmission sur les emplois, c'est-à-dire qu'on transmettait un jeu, une façon de faire. Absolument, oui, tout à fait. Il y avait des chefs d'emploi, donc des acteurs plus chevronnés que les autres, plus reconnus, qui avaient la prérogative du choix du rôle ou pas. Et que s'ils ne voulaient pas le rôle, si le rôle ne les intéressait pas, alors le deuxième pouvait le prendre, et ainsi de suite. C'était une prérogative avec transmission de type de jeu. C'est tout à fait fascinant. Par exemple, le rôle d'Elmire dans Tartuffe peut être joué de différentes manières. Il y a un peu deux traditions.
Il y a la tradition de Elmire très prude, très vertueuse, et une autre tradition qui est celle d'une Elmire plus entreprenante, plus malicieuse, plus coquette, voire séductrice, et qui pousse Tartuffe à la faute, en quelque sorte. Eh bien, au XVIIIe et au XIXe siècle, il y avait des actrices qui jouaient Elmire dans une ou l'autre tradition et qui transmettaient cette tradition de jeu aux jeunes qui arrivaient en leur disant tel jeu de scène, à tel moment, il faut mettre son éventail comme ci, son éventail comme ça, entrée par cour, entrée par jardin. Est-ce qu'on a des traces de cela ? Alors les traditions de jeu, malheureusement, on en a assez peu, sauf dans la presse en fait, et notamment au moment où je pense ce système se délite un petit peu parce que du coup ça fait débat. Donc on en parle dans la presse. Et à la fin du 19e siècle, on a des critiques qui traquent justement les traditions de jeu dans le jeu des comédiens en disant voilà, un tel a repris tel rôle, il a repris ce jeu de scène, mais il en a introduit un nouveau. Est-ce que ce petit jeu de scène fera tradition ou pas? C'est vraiment la question qui se pose à la fin du 19e siècle. Donc c'est à ce moment-là qu'on a le plus d'indications. Et puis dans l'iconographie aussi, puisque évidemment l'iconographie ce qu'expliquait Baptiste, se centre sur des passages particuliers avec parfois des jeux de scène un peu spectaculaires. Mais ça va avec le fait que la mise en scène n'a pas le même rapport à l'époque. C'est-à-dire que en effet il y a des usages qui se transmettent autour de personnages qui sont parfois hérités peut-être d'auteurs dont on dit qu'on considère aujourd'hui comme des classiques, mais qui à l'époque sont des contemporains, qui ont pu à certains moments donner des indications, et puis des archétypes qui se promènent et avec lesquels on joue, et qui se transmettent comme ça. C'est-à-dire que ce qui veut dire que le rôle existe au sein de la troupe avec des codes de jeu qu'il charrie, au-delà d'une idée, d'une mise en scène qui s'appliquerait, qui serait la vision d'un homme ou d'une femme qui l'appliquerait à un texte. C'est-à-dire que très, très souvent, pour les classiques, justement, c'était ces traditions. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mise en scène, en fait. C'était la transmission de ces traditions. Et ce, jusque dans les années 30, comme on disait. Donc très, très tardivement, en fait. Voilà, tout à fait. Alors, la troupe est au service du répertoire, avec un R majuscule, je crois. Je crois pas que la troupe soit au service du répertoire. Alors? Non. Il ne me semble pas que la troupe soit au service du répertoire. Par exemple, c'est pas écrit. Oui, c'est pas écrit dans la lettre de fondation. Il n'est pas question du répertoire, par exemple, dans la lettre de cachet d'octobre 1680. Non, la troupe. Le répertoire, c'est une notion qui est une notion économique, en fait. Qu'est-ce que le répertoire? Le répertoire, au départ, c'est ce qu'on va jouer dans les 15 jours. La troupe se réunissait tous les lundis pour décider un lundi des affaires administratives et puis l'autre lundi de la programmation. Donc sur une semaine ou 15 jours, on décidait ce qu'on allait jouer. En fait, au départ, le répertoire, c'est ça. C'est le programme. C'est le programme de ce qu'on va jouer, qui comprend des pièces qu'on a déjà jouées, des pièces qu'on a dans notre besace depuis déjà quelques décennies, et qui comprend aussi des nouvelles pièces qui entrent au répertoire et qu'on rejouera ou pas. Le répertoire est composé comme un iceberg, de 9/10, c'est un chiffre approximatif, c'est juste une image, de pièces qu'on ne rejouera jamais. Parce qu'ensuite, le répertoire sédimente, en fait, des pièces. C'est ça. Après, il y a le répertoire courant, des pièces que l'on reprend souvent, comme par exemple celle de Molière, de Racine, de Corneille, de Voltaire au XVIIIe siècle, mais pas toutes, du reste, même parmi ces auteurs-là, il y a certaines pièces qu'on en joue très peu. Et puis, il y a des tas de pièces qui sont entrées au répertoire et qu'on ne jouera plus jamais. Parce qu'aujourd'hui, le répertoire, c'est un objet non physique, mais patrimonial. C'est quand même... Oui, voilà. Alors, la notion, c'est patrimonialisé, mais au départ, le répertoire, c'est juste le programme de ce qu'on va jouer dans les semaines qui viennent et ce qu'on possède, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce dont on a le privilège, le monopole, et que les autres théâtres n'ont pas le droit n'ont pas le droit de nous prendre, et donc ils n'ont pas le droit de faire des recettes avec. Mais à partir de 1864, qui est une date vraiment importante dans l'histoire du théâtre en France, qui est le moment où les privilèges des théâtres tombent. Et où donc tout tombe dans le domaine public à terme, enfin à part la première exploitation évidemment, mais la première exploitation une fois passée, on perd en fait l'appréhension qu'on a sur la pièce. Donc ça fait depuis 1864 que la Comédie Française n'a plus le monopole de son répertoire. Sauf quand elle crée une pièce sur le moment, mais après ça tombe.
Eh bien, vous voyez, la notion, elle est finalement institutionnelle, la programmation est économique. Mais donc on peut pas dire que la troupe soit au service de son répertoire. Le répertoire, il évolue, il change. Aujourd'hui, quelle est la nature des pièces qui sont dans le répertoire? Déjà, il y en a combien? Alors, dans la totalité du répertoire, dans ce catalogue, donc il y a 3100 pièces. Ouais. Combien sont jouées régulièrement? Alors, moi, je pense que régulièrement, il y en a une trentaine, maximum, qui sont jouées. Donc, les pièces de Molière, ça fait déjà une bonne vingtaine, à mon avis, jouées régulièrement. Et sinon, les autres... classiques, quelques-unes de Racine, Corneille et Racine, mais c'est, à mon avis, Beaumarchais, Marivaux. Shakespeare. Alors, parce que c'est pas un répertoire uniquement français aussi. Hein. Souvent, on a l'impression que mais le répertoire... c'est le répertoire du français. Depuis longtemps, hein, depuis déjà... la fin du XVIIIe siècle, on joue des auteurs italiens ou anglais, et puis ensuite allemand, russe. Et finalement, je pense qu'un des auteurs qu'on joue le plus souvent en répertoire, assez paradoxalement, c'est Feydeau. C'était un auteur qui n'a pas du tout écrit pour la Comédie Française, qui n'était pas du tout dans le répertoire. Et qui n'est pas du tout associé dans l'imaginaire à ce qu'est la Comédie Française. Mais depuis les années 50, on joue très régulièrement Feydeau, et une des raisons, c'est quand même aussi qu'il fait recette. Et comment on intègre le contemporain, quelle que soit l'époque finalement, dans ce répertoire? Comment il trouve sa place? Sur quels critères? Alors, jadis, quand on créait beaucoup de pièces en une année, parce que l'alternance était très rapide et qu'on avait le droit de retirer une pièce qui ne marchait pas, on pouvait, si elle avait chuté dès le premier soir ou le deuxième soir, hop, on la retirait de l'affiche et on en mettait une autre. J'ai oublié votre question. Ah oui, comment rentre le contemporain? Alors, jadis, le contemporain rentrait assez facilement. Parce qu'il y avait un volume important de pièces à jouer. Voilà, parce qu'il y avait un volume important de pièces à jouer, mais quand même, il y avait des tours. C'est-à-dire que quand la pièce avait été admise, si vous étiez auteur, il fallait ensuite attendre qu'elle soit programmée. Et ça faisait partie aussi des décisions du comité et puis ensuite de l'administrateur que de décider à quel moment on allait vraiment la programmer. Et il pouvait y avoir des jeux d'influence. Les auteurs réclamaient que leur tour vienne une fois que leur pièce avait été admise. Aujourd'hui, l'enjeu est beaucoup plus délicat et beaucoup plus dur parce qu'il s'agit évidemment pour l'administrateur et pour la troupe de faire rentrer des nouvelles pièces qui soit sont des pièces qui ne sont pas déjà au répertoire mais qui ont déjà été créées sur d'autres théâtres. Voire très anciennes parfois. Voire très anciennes et que, par exemple, l'Electro-Reste, il a fallu le faire passer au comité de lecture parce que ça n'était pas au répertoire. Mais aussi, il y a de la création de pièces contemporaines. Et là, l'enjeu est énorme parce que comme les créations deviennent aujourd'hui beaucoup plus rares, il faut pas se tromper. Alors, par exemple, Fanny Alexandre, qui est jouée en ce moment à Richelieu, à partir du moment où une pièce est jouée à Richelieu, elle rentre au répertoire. Oui. Cette pièce est adaptée d'un film de Bergman. Oui. Qu'est-ce qui rentre au répertoire? Quel texte rentre au répertoire? Est-ce que c'est le scénario de Bergman? Est-ce que c'est l'adaptation qui en a été faite par Julie Deliquet, la metteuse en scène? C'est l'adaptation. C'est l'adaptation. Je vous donne un exemple. Le Roi Lear est rentré à la Comédie Française à la fin du XVIIIe siècle dans une adaptation de Ducis. Quand on a voulu rejouer, si on veut rejouer Le Roi Lear de Shakespeare, dans sa version originale, il faut de nouveau le faire rentrer au répertoire. Donc c'est l'adaptation. Mais c'est pas une affaire, si vous voulez, parce que de toute façon, une fois qu'une pièce est rentrée au répertoire, ça veut pas dire qu'on est obligé de la rejouer. Ça veut juste dire que si on veut la rejouer, on n'a pas besoin de la faire repasser devant le comité de lecture. Mais pour les auteurs contemporains, il y a une charge symbolique qui est très forte. Ouais, c'est quand même une affaire pour certains. Alors oui, bien sûr, c'est une affaire parce que c'est rare. Donc oui, quand Lars Noren a proposé Poussière, bien sûr, c'est passé devant le comité de lecture. Et là, la pièce a été créée pour la Comédie Française. En 2019, on a renoué avec des traditions anciennes. Avant, il me semble, mais c'est vrai qu'il y a aussi le fait que on en parlait, la pièce entre véritablement au répertoire une fois qu'elle est jouée salle Richelieu. La Comédie Française aujourd'hui se produit dans d'autres salles aussi à Paris, dans lesquelles
lesquels il y a beaucoup de textes contemporains qui sont donnés au Studio Théâtre et au Théâtre du Vieux-Colombier. Donc il y a ce catalogue, comme le disait Agathe. Non, alors voilà, pas nécessairement en tout cas. C'est ça qui est difficile à comprendre en fait. Les pièces qui sont jouées au Vieux-Colombier et au Studio Théâtre, parmi lesquelles il y a beaucoup de pièces très contemporaines et enfin nombreuses chaque année. Ce sont des pièces qui jadis auraient été considérées comme auraient été au répertoire parce qu'il n'y avait qu'une seule salle et qu'on y jouait beaucoup de pièces qui tournaient. Donc aujourd'hui, on peut avoir l'impression que la Comédie Française ne fait pas rentrer beaucoup de pièces contemporaines au répertoire. C'est vrai, puisque le répertoire ne concerne que la salle Richelieu et que le comité de lecture ne se prononce que sur les pièces qui rentrent à la salle Richelieu. Mais en réalité, les pièces qui sont jouées, le répertoire, pas au sens institutionnel du terme, mais au sens, disons, artistique du terme, le répertoire de la Comédie Française aujourd'hui, si on considère ce qui est joué au Vieux-Colombier, si on considère aussi ce qui est produit par la Comédie Française, donc est très très riche en répertoire contemporain. Est-ce que ces pièces justement qui sont jouées hors de Richelieu, au Studio Théâtre et au Vieux-Colombier font partie de cette fameuse alternance? Est-ce qu'elles sont est-ce qu'on peut les intégrer dans ce... Attention, là, je pose une question qui pose problème à Mathis. Dans le vocabulaire, on va dire, d'usage au quotidien interne à la Comédie Française, non, on l'entend pas ainsi. Et pourtant, la troupe est mobilisée. Donc la troupe, elle fait partie de ce système d'alternance que peut-être vous pouvez repréciser, Baptiste, qui est toujours le même en fait depuis le début. Alors moi je peux en parler d'un point de vue organisationnel actuel, mais peut-être que j'aurais besoin de l'aide de Florence et d'Agathe pour le resituer dans le temps. En tout cas, l'alternance aujourd'hui telle qu'elle se pratique, elle s'entend en deux sens. Elle s'entend sur un rôle qui peut être joué, occupé par plusieurs acteurs qui alternent sur ce rôle d'une représentation à l'autre, simplement pour des questions pratiques d'organisation, puisque comme vous le dites, il y a une troupe d'acteurs à la Comédie Française qui est composée d'environ 60 comédiens suivant les années, qui doit présenter des spectacles dans 3 salles à Paris, plus des tournées, plus bien d'autres activités. Pour pouvoir organiser cet ensemble de choses, avec cet ensemble d'activités, il faut bien par moment trouver des petits pivots. Et donc ces pivots peuvent être par moment le fait d'avoir plusieurs acteurs ou plusieurs actrices sur un même rôle qui vont alterner sur certaines périodes en fonction de leur disponibilité sur les autres projets. Donc ça, c'est l'alternance du rôle et des acteurs et des actrices. Et puis, il y a l'alternance des pièces. Et l'alternance des pièces, donc des spectacles aujourd'hui, des productions, on en parle surtout au sein de la salle Richelieu, puisque cette alternance est quotidienne. C'est-à-dire que le principe de base, le principe d'organisation du calendrier de la salle Richelieu de ses représentations, c'est de ne jamais jouer le même spectacle 2 soirs de suite ou 2 représentations de suite dans une même journée quand on a une matinée et une soirée. Ce qui implique quand même des considérations techniques délirantes, parce que ça veut dire qu'on change le décor, qu'on change tout. Alors, il y a non seulement les considérations techniques du fait des démontages-montages d'un jour à l'autre pour différentes représentations, mais il se trouve qu'en plus de cela, la Comédie Française, la salle Richelieu en l'occurrence, ne fait pas relâche quand elle répète un autre spectacle. Donc quand il y a un spectacle qui est en train de répéter sur le plateau parce qu'on le jouera la semaine suivante, dans 2 semaines ou dans 3 semaines, il va répéter l'après-midi, mais le soir, on continuera de présenter des spectacles. Baptiste, ça veut dire que parfois, on a 3 spectacles différents le même jour sur le plateau de Richelieu ? On a au maximum 2 spectacles qui vont cohabiter chaque jour, qui vont exister sur le plateau chaque jour. Alors, en fait, ce qui va se passer concrètement, c'est qu'à 8h du matin, le décor de la veille au soir va être démonté, pour pouvoir monter celui de l'après-midi, qui est du lundi au vendredi une répétition, et les samedis dimanches une représentation. Et à l'issue de cette répétition ou de cette représentation de l'après-midi, on démontera à nouveau pour pouvoir monter le décor du soir, qui est à nouveau une représentation. Et alors, est-ce que ce système-là implique
un système technique particulier et spécifique à la Comédie Française? Ça implique beaucoup de monde déjà et des spécialisations par corps de métier pour pouvoir gagner du temps, de l'efficacité et s'assurer que ça fonctionne. Et puis ça implique énormément de travail en amont, qui est celui de l'ensemble des équipes de la direction technique et puis de l'ensemble des corps de métier. Oui. Et de la direction actuellement de production et de coordination artistique surtout et de l'habillement pour pouvoir organiser cela très en amont avec le concours des comédiens qui vont passer d'un spectacle à l'autre en répétition et en représentation. Agathe, ça a toujours été le cas? Alors oui, et ça nécessite aussi d'avoir une salle à l'italienne, ce qui est le cas de la salle à Richelieu. C'est-à-dire, expliquez-nous ce que c'est qu'une salle à l'italienne. La salle à l'italienne, bon, il y a cette forme en fer à cheval du côté du public qui est bien connue, mais il y a surtout dans la cage de scène des espaces pour stocker les décors. Donc dans les cintres, au-dessus, il y a la même hauteur en fait, au-dessus de la salle. Les cintres sont situés au-dessus du plateau. Voilà. Et la cage de scène, c'est tout l'espace qui est derrière, mais qui est à la hauteur du plateau. Alors c'est la totalité de l'espace qui est derrière la salle, que ce soit dessous, donc les dessous, il y a 4 étages de dessous à la Comédie Française, le plateau avec les cases à décor qui sont sur les pourtours de la salle, et les cintres qui sont au-dessus. Et est-ce que ça, c'est une spécificité de ce théâtre-là, de par cette histoire d'alternance, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres types de théâtres en France ou à l'étranger? En fait, il y avait beaucoup de salles à l'italienne auparavant. Simplement, elles ont perdu cette spécificité, donc elles se sont transformées aussi au fil du temps. Elles ont utilisé les espaces différemment. Voilà, parce qu'elles ne jouaient plus en alternance. En fait, l'alternance est très liée à cette architecture. Aujourd'hui, c'est que à la Comédie Française. Alors aujourd'hui, on la retrouve aussi à l'Opéra de Paris. Ouais. Après, cette alternance ne peut exister que parce qu'il y a une troupe permanente. Et il se trouve que la seule troupe permanente publique est celle de la Comédie Française aujourd'hui en France. Mais c'est un modèle qu'on retrouve beaucoup en Allemagne, sur le même modèle que celui qu'on a en France pour les orchestres, par exemple, où on a un orchestre permanent par grande région. Voilà. Ça n'existe plus pour le théâtre en France aujourd'hui. Il n'y a que la Comédie Française qui le représente, ce modèle-là. Mais en Allemagne, il est assez courant aussi dans le théâtre, où on va avoir un théâtre avec une troupe permanente par Land, et on va le retrouver aussi peut-être par exemple aux Pays-Bas. Et donc, avec la troupe, naît l'idée aussi de possibilité d'alternance, puisqu'on a des acteurs permanents qui sont là et qui donc peuvent occuper plusieurs rôles sur une même période. Mais après, ce qui dépend d'un théâtre à l'autre, la fréquence de l'alternance peut être plus ou moins dense. Il se trouve que Salle Richelieu, l'usage en tout cas actuellement, est d'alterner à peu près en général 4 spectacles différents, plus un 5e qui est en répétition, donc d'avoir 5 décors qui cohabitent dans la cage de scène, et donc d'alterner 4 spectacles de manière quotidienne. Agathe Saint-Jean, il fut un temps où la mise en scène n'était pas si prégnante, et donc on avait finalement plus de jeu, quoi. Oui. Et l'alternance était folle, c'est-à-dire qu'on n'était pas à 4-5 spectacles, on était à 4-5 spectacles par jour. J'exagère, je le sais, mais... Alors oui, en fait, le rythme de l'alternance, il s'est beaucoup amoindri avec l'arrivée de la mise en scène à la Comédie Française. Vous disiez dans les années 30, hein, Oui, alors il y a déjà cette première phase, mais l'alternance reste quand même assez dense, ne serait-ce que parce que dans les années 50-60, on joue encore 2 pièces par soirée. Donc, mais c'est vrai que la mise en scène est plus légère. Les pièces sont plus courtes. Alors, en général, dans cette période-là, c'est une pièce courte, un lever de rideau, et une pièce longue. Donc, une pièce en 1 ou 3 actes et une pièce en 5 actes. Mais au 19e siècle, qui est la période la plus folle de ce point de vue-là, on pouvait jouer parfois 3 spectacles par soirée. Donc, en fait, quand on a parfois quelques indications sur les durées des soirées, c'est 4-5 heures de représentation avec plusieurs entr'actes. Bien évidemment, il faut imaginer que le public entre et sort absolument quand il veut au cours de cette soirée. Avec une troupe qui était équivalente à celle d'aujourd'hui ou qui était quand même plus... avec fournie. Une troupe qui était à peu près équivalente à celle d'aujourd'hui, oui, tout à fait. Ouais. Mais avec une seule salle. Avec une seule salle et avec une mise en scène qui était quand même moindre la plupart du temps. Donc on est dans un art aussi qui est quand même un art de l'acteur, c'est-à-dire que voilà, la mise en scène à cette époque-là, ça veut quand même beaucoup dire les décors et les costumes. Après, les acteurs font un peu ce qu'ils veulent.
Aujourd'hui, quelques jeux de scène. Baptiste, c'est structurel dans la programmation de la Comédie Française, la mise en scène, le choix d'un metteur en scène qui serait invité ou qui serait. Aujourd'hui, on le voit même, ne serait-ce qu'en regardant les affiches qui annoncent un spectacle. Le nom du metteur en scène apparaît toujours et il apparaît dans la même taille de caractère que celui de l'auteur. Donc aujourd'hui, le metteur en scène ou la metteuse en scène ont un poids très grand sur une programmation. Donc c'est comme ça aussi que les choses vont se déterminer, c'est-à-dire que Éric Ruff en ce moment, donc qui est l'administrateur général, organise la programmation de la Comédie Française majoritairement selon des rencontres avec des metteurs en scène qui eux vont imaginer avec Éric Ruff un projet et qui ensuite conditionnera le travail autour du spectacle pour l'ensemble des corps de métier à travers l'équipe dont il va s'entourer et la distribution qui va être constituée de comédiens que le metteur en scène va choisir en collaboration avec Éric Ruff. Comment, de façon plus générale, selon quel principe la programmation est-elle envisagée aujourd'hui? Est-ce qu'il y a l'alternance des formats, des genres, si on peut encore parler de genre, on va dire des propositions artistiques, il y a aussi l'équilibre économique? Oui, alors aujourd'hui, les impératifs techniques, Éric Ruff, quand il parle de la programmation et de ses grandes lignes, parle très souvent d'équilibre, c'est-à-dire de présenter une saison qui soit la plus équilibrée possible au sein de chaque salle, mais de manière générale sur l'activité de la Comédie Française dans ces 3 salles en tournée à travers ces spectacles, les différents formats aussi qu'on peut avoir à côté, c'est-à-dire de lecture, de rencontres, plus maintenant une programmation numérique qui s'est développée depuis les confinements. L'idée est celle de considérer ce que dit Éric Ruff, c'est je voudrais que la Comédie Française soit le théâtre de tous les théâtres, puisque l'ensemble des corps de métier qui y sont représentés à travers en premier lieu les comédiens de la troupe, mais aussi les corps de métier techniques et l'ensemble des savoir-faire sont en mesure de présenter toutes les formes de théâtre possibles. Et d'autant plus grâce aux différents formats de salles dans lesquels la Comédie Française joue actuellement, c'est-à-dire que au Studio Théâtre, qui est une salle qui est dans la galerie du Carrousel du Louvre, qui a une capacité d'accueil de 136 spectateurs, on ne présente pas le même spectacle que salle Richelieu où il y a un peu moins de 900 spectateurs dans la salle. Alors, pardon, est-ce qu'aujourd'hui on a, comme hier, le souci de présenter régulièrement des spectacles, un peu exceptionnels, des pièces dites à grand spectacle, qui font venir le public? Le public, on est obligé de tenir compte de questions économiques, ça c'est certain. Je pense au Bourget-Gentilhomme par exemple, et voilà, une production récente de mise en scène de Christian Hec et Valérie Le Sort. C'est un spectacle, c'est un spectacle, quoi, voilà. C'est une pièce de Molière très populaire. Et c'est vrai que ça va chercher un public assez large. Est-ce qu'il vous faut systématiquement dans votre programmation, dans chaque saison, un spectacle de cet acabit-là? On joue en permanence avec l'imaginaire du public, c'est-à-dire que, on le disait, la Comédie Française est considérée comme la maison de Molière. Donc forcément, ça charrie tout un imaginaire pour le public. Donc il y a des pièces auxquelles le public va être sensible plus largement et d'autres qui vont l'irriter, d'autres qui vont l'intéresser pour un metteur en scène, pour un auteur, pour des images particulières qu'il aura vues de ce spectacle ou la critique tout simplement. Et donc c'est vrai que ça on en tient compte au moment où Éric Ruff détermine la programmation des spectacles, puisque tout simplement moi par exemple dans mon métier d'administration de production il y a le chiffrage d'une production et de son exploitation. Et ça date pas d'hier, hein. Je crois que ça a toujours fait partie Oui, tout à fait. Enfin, dans la composition de la programmation, à de très nombreux moments de l'histoire, il y a ces discussions sur les pièces qui coûtent cher, en fait, qu'il faut équilibrer avec d'autres qui vont faire venir des gens. Exactement. Oui. Exactement. Et ça, c'est un arbitrage qui a toujours lieu. Toujours, hein. Oui. Quand on lit les comités du 19e siècle, ça préoccupe énormément les comédiens de savoir ce que va rapporter la pièce, si elle va plaire ou pas, mais aussi tout aussi bien de la nécessité de prendre des risques, hein, aussi bien si la pièce leur plaît et qu'ils ont envie de la monter, même s'ils ont des doutes, ils peuvent aussi la soutenir
ardemment. C'est un jeu d'équilibre qui est à la fois artistique, mais aussi économique. C'est-à-dire que c'est la prise de risque qui va être compensée par des succès plus assurés, non pas pour des questions de qualité a priori du spectacle, mais aussi pour justement ce qui va chercher dans l'imaginaire du public de succès garanti, et puis de spectacles qui vont attirer peut-être un public plus familial ou un public plus scolaire, un public plus touristique aussi. Donc c'est jouer avec tous ces paramètres-là, avec à la fois des données très tangibles et puis d'autres qui relèvent du sensible. Mais dans le tangible, donc dans la partie sur laquelle moi je vais travailler en partie, qui est donc la partie effectivement financière de l'économie des spectacles, il y a une donnée qui est très importante, qui est une spécificité de la comédie française dans le modèle des théâtres français, qui est que c'est une économie qui repose majoritairement sur des coûts fixes, parce que des emplois permanents aussi, de comédiens, de techniciens et du personnel administratif. Donc c'est vrai que, et d'un modèle de production qui est très internalisé, c'est-à-dire qu'il y a plein de savoir-faire, on va pouvoir faire les choses en interne sans avoir à recourir à des ateliers extérieurs pour les costumes, des ateliers extérieurs pour les décors, et sans avoir à engager des comédiens pour une production. Donc ça va déterminer aussi des modèles de production avec des spectacles qui vont peut-être coûter cher à être créés, et puis moins cher à jouer chaque soir, et qui vont rapporter beaucoup d'autres qui vont être peu chers à créer et qui vont être très chers à jouer chaque soir, parce que suivant le type de spectacle qu'on va présenter, ça va être très différent. Mais ça, ce n'est pas ce qui préside à la décision de programmation. La décision de programmation, elle est avant tout artistique, et elle est celle d'une vision stratégique d'ensemble d'Éric Ruff quant à l'image de ce théâtre, et aussi à la manière dont il veut nourrir les corps de métier et les comédiens de ce théâtre, d'une activité renouvelée. Et puis ensuite, il va y avoir, on va dire, le filtre pragmatique, pratique de est-ce que ça, on est en mesure de le faire ou pas? Est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Ou est-ce qu'on doit le reporter? C'est déjà l'heure, il est 20h, je vois Arthur qui sourit. Dernière question, alors voilà, plus sensible et peut-être plus personnelle. Tous les trois, chacun dans vos fonctions, vous travaillez avec cette institution qui est la Comédie Française, et vous êtes, alors particulièrement Agathe, puisqu'elle est ici archiviste à la Bibliothèque Musée, mais vous êtes en contact avec ce passé et ces objets physiques du passé. Vous parlez des tableaux. Est-ce que la proximité quotidienne avec ce passé et peut-être la responsabilité de le préserver, de le respecter, induit une expérience particulière, une expérience professionnelle particulière? Bah complètement. Moi, j'en ai fait la découverte dès que j'y suis arrivé. Et puis je pense qu'on en fait la découverte dès qu'on est spectateur même de ce théâtre. C'est-à-dire qu'on entre dans un lieu avec une architecture déjà particulière, qui est entourée d'objets qui appartiennent au passé, d'un bâtiment lui-même qui appartient au passé. On voit des comédiens se produire en scène qui sont des sociétaires qui portent un numéro de sociétaire qui indique à quel point ils s'inscrivent dans la continuité d'une histoire qui nous dépasse tous de cette troupe. Et puis tout simplement, il y a ça force à l'humilité, c'est-à-dire que entrer dans un lieu et travailler au quotidien dans un lieu dans lequel on nous rappelle partout à chaque coin du bâtiment que ça fait plus de 300 ans que ça dure, en fait, et que ça fonctionne comme existe, que ça fonctionne, que chaque soir il y a un spectacle qui a lieu grâce au travail de tous et qui rencontre un public, et qu'à ce moment-là le spectacle existe. Alors, on relativise toujours son importance à soi, mais ça donne aussi une envie forte de servir ce lieu et son histoire. Et puis, ça fait qu'on est en tension permanente entre cette histoire, ce qu'elle représente dans notre imaginaire à tous, les usages qu'elle charrie au quotidien dans notre travail, et un art qui est notre activité finale, la destination de notre activité, qui est par essence éphémère et qui disparaît chaque soir en même temps que les comédiens, que la représentation s'arrête, que le décor est démonté et que le public repart chez lui. Agathe, Florence. Non, moi j'ajouterais juste que c'est une immense chance en fait pour cette institution d'avoir conservé son patrimoine, et c'est vraiment très atypique. Il y a très peu de théâtres au monde qui l'ont fait, et je pense qu'aujourd'hui, justement, après 300 ans, on en sent tout le poids, tout l'intérêt dans la pratique même théâtrale.
Et c'est un rapport au passé qui est pas du tout passéiste, mais qui est au contraire vraiment tourné vers l'avenir, parce qu'on se sent riche de toute une transmission. Et la transmission, c'est pas la transmission de la même chose à l'identique. C'est aussi la création. C'est une continuité. C'est une continuité dans la création, donc dans l'invention de l'avenir. Merci vraiment pour cette émission tout à fait passionnante. Grâce à vous, consacrée au temps long et à la pérennité de cette institution, à la fois attachée à son histoire et engagée dans la création, voilà, dans une forme théâtrale toujours en mouvement. Merci à vous, cher Arthur. Merci Andrea, qui est là également. Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés, regardés ce soir. La semaine prochaine, vous retrouverez ma camarade Judith Chen. En attendant, excellente semaine avec la Comédie Française.